Kevin Randleman, before he would put his foot on the line and before he would shake hands, would hit a mission. He'd walk on the mat and he'd jump in the air. He would jump so high that when he pulled his legs up, when he pulled his knees to his chest, his feet would be level with his opponent's head. There's no way in the world that Nakamura, Yoshida, Vanderlei, Quentin, nobody asks for me. If you ask for me, you're gonna get fucking exactly what you asked for. Me. Kevin Randleman ressemblait à l'homme parfait pour devenir le plus grand combattant du monde. Champion NCAA, champion UFC, un physique presque irréel, et une force tellement absurde qu'un jour il soulève le combattant le plus dangereux de la planète, avant de l'écraser sur la tête devant une arène entière figée dans le silence. Pendant des années, Kevin Randleman a incarné ce que la MMA imaginait être le combattant ultime. Mais derrière ce corps de super-héros, il y avait aussi des défaites incompréhensibles. Un corps qui cassait de partout, des opérations à répétition, des infections, des poumons qui s'effondrent, et des muscles littéralement en train de se dissoudre dans son propre organisme. Le monstre que tout le monde regardait avec fascination était lentement en train de se détruire lui-même. Et c'est ce qui rend l'histoire de Kevin Randleman aussi fascinante. Parce qu'au fond, cette histoire, elle parle de ce qui arrive quand un homme construit pour dominer découvre que même un corps parfait a des limites. Elle parle d'un combattant capable de mettre KO le meilleur striker du monde, de presque tuer Fedor Emelianenko, et pourtant de jamais réussir à devenir le roi absolu de son époque. Et plus les années passent, plus cette question devient impossible à ignorer. Si Dieu t'a donné le corps parfait pour devenir le plus grand combattant du monde, et que tu ne l'es jamais devenu, alors, qu'est-ce qui t'a détruit ? Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Kevin Randleman, né le 10 août 1971 à Sandusky, dans l'Ohio, dans une famille de 11 enfants où chaque journée ressemblait déjà à un combat. Chez les Randleman, la dureté fait clairement partie du quotidien. L'argent, les tensions, les bagarres, et très tôt, Kevin comprend que dans cet environnement, c'est soit tu subis, soit tu t'imposes. Alors, il se bat, mais rapidement, il se rend compte qu'il est différent physiquement, comme si son corps avait été conçu pour quelque chose que les autres n'étaient même pas capables d'imaginer. À l'adolescence, il pratique presque tous les sports possibles. Football américain, athlétisme, mais surtout, la lutte. Et immédiatement, quelque chose saute aux yeux. Même parmi les meilleurs athlètes de son lycée, Kevin paraît anormal. En 1989, il devient champion d'état de lutte, mais ce n'est que le début. Parce qu'en rejoignant Ohio State University, Kevin Randleman devient un véritable phénomène. Là-bas, il entre dans un environnement rempli des meilleurs lutteurs du pays. Et pourtant, très vite les entraîneurs comprennent qu'ils ont affaire à un freak athlète. Un de ces athlètes rarissimes capable de combiner la puissance d'un poids lourd avec l'explosivité d'un homme beaucoup plus léger. Sur les tapis universitaires, Randleman devient rapidement un cauchemar. En 1992, il devient champion NCAA Division 1, puis il recommence en 1993. Double champion NCAA, triple champion Big Ten, puis carrément surnommé le lutteur du siècle d'Ohio State. C'est aussi à cette période qu'il rencontre l'homme qui va profondément influencer toute sa carrière, Mark Coleman. À ce moment-là, Coleman est déjà une référence absolue de la lutte américaine, et surtout l'un des premiers hommes à comprendre à quel point la lutte peut devenir dominant dans le MMA naissant. Entre les deux, le lien est immédiat, et Coleman devient à la fois son mentor, son modèle et son grand frère. Autour d'eux se construit progressivement le Hammer House, une sorte de laboratoire de guerre rempli de lutteurs monstrueux obsédés par la domination physique, l'entraînement brutal et l'idée que la puissance peut écraser n'importe quelle technique. Et à cette époque, honnêtement, ils ont presque raison. Parce qu'au milieu des années 90, le MMA est encore un sport extrêmement chaotique. Les combattants sont rarement complets, et un athlète comme Kevin Randleman donne l'impression d'avoir plusieurs années d'avance sur tout le monde. En octobre 1996, Kevin Randleman dispute enfin ses premiers combats professionnels au Brésil, dans une organisation appelée Universal Vale Tudo Fighting. Et dès sa première soirée dans le monde du combat professionnel, tu comprends que Randleman est différent. Premier combat, TKO. Deuxième combat, TKO. Troisième combat, TKO. Le tout dans la même nuit. À seulement 25 ans, Randleman vient déjà de faire exactement ce qu'on attend d'un futur phénomène. Écraser physiquement tout ce qui se présente devant lui. Mais quelques mois plus tard, lors d'un autre tournoi au Brésil, Kevin subit la première défaite de sa carrière, face à Carlos Barreto. Et après le combat, il accuse ouvertement ses adversaires brésiliens de tricherie, de comportements douteux et surtout de dopage. L'ironie est presque tragique quand on connaît la suite de sa carrière. Mais à ce moment-là, Kevin voit encore le monde du combat comme quelque chose de simple. Le plus fort physiquement doit gagner. Puis arrive le premier choc. En juin 1997, lors du Brésil Open Fight, Randleman affronte Tom Erickson. Mais le combat ne dure pas longtemps. Erickson trouve l'ouverture sur un énorme uppercut, Kevin s'effondre, complètement KO et même évacué sur civière. Pour la première fois, une question commence à apparaître. Comment un homme aussi terrifiant physiquement peut-il sembler aussi vulnérable dès qu'un échange tourne mal ?
Parce que derrière toute la puissance, Kevin Randleman commence déjà à montrer ce qui deviendra l'un des grands paradoxes de sa carrière. Plus il paraît invincible, plus certaines fissures semblent profondes. À la fin des années 90, le MMA est encore un sport jeune. Les organisations changent constamment, les règles évoluent en permanence, et surtout, presque personne ne sait encore à quoi ressemble réellement le combattant idéal. Mais à cette époque, beaucoup pensent que la réponse est un lutteur explosif capable d'écraser physiquement ses adversaires avant même qu'ils aient le temps de développer leur jeu. Et dans ce rôle-là, Kevin Randleman semble presque parfait. Alors, quand l'UFC le signe en 1999, les attentes sont énormes. Dès son premier combat contre Maurice Smith, ancien champion du monde de kickboxing, Kevin impose immédiatement sa lutte. Takedown, contrôle, pression, Smith, pourtant immense striker, paraît complètement neutralisé. Et en quelques minutes, Randleman devient immédiatement prétendant au titre UFC. Et pour son premier title shot, en face de lui, il y a Bas Rutten. A l'époque, Rutten est déjà une légende. Un striker ultra technique, dangereux partout, et surtout, beaucoup plus complet que Kevin. Mais dès le début du combat, Randleman impose sa réalité physique. Takedown, contrôle au sol, pression constante. Pendant plus de 25 minutes, Kevin domine globalement le combat physiquement. Et pourtant, plus le combat avance, plus Kevin ralentit. Depuis sa garde, Bas Rutten commence lentement à reprendre du terrain avec ses frappes et son activité. Puis dans le coin du Hammer House, Mark Coleman regarde le visage ensanglanté de Bas Rutten, puis lance à Kevin, étale son sang dans son œil pour qu'il ne voit plus. Cette phrase résume à quel point le MMA est encore sale, presque primitif. Et au milieu de ce chaos, Kevin Randleman ressemble exactement à ce sport. Finalement, les juges donnent la victoire à Bas Rutten dans une décision extrêmement controversée. Mais ce qui rend cette défaite importante, c'est le fait qu'on commence déjà à voir le futur problème de Kevin Randleman. Il domine physiquement les combats, mais ne les contrôle jamais totalement. Quelques mois plus tard, Bas Rutten abandonne finalement sa ceinture et le titre devient vacant. Immédiatement, le nom de Kevin Randleman s'impose comme favori pour récupérer le trône. En novembre 1999, à Tokyo, Kevin affronte donc Pete Williams pour devenir champion UFC Heavyweight. Et dès le début du combat, quelque chose tourne mal. Williams résiste mieux prévu, défend les premières attaques et passe même pas loin de finir Kevin. Puis à la fin du premier round, Randleman reste assis au sol car il est blessé. Mais malgré ça, il continue. Round après round, il impose sa lutte et les deux hommes finissent complètement épuisés. À la décision, Kevin Randleman devient le nouveau champion heavyweight de l'UFC. Et pendant un instant, on a vraiment l'impression que le futur du MMA lui appartient. Mais derrière cette image de champion presque surhumain, les mêmes problèmes continuent de revenir. Contre Pedro Rizzo, Kevin défend sa ceinture avec succès. Mais le combat déçoit, car il gagne sans vraiment marquer les esprits. Puis arrive novembre 2000, le combat qui résume probablement toute sa carrière, face à Randy Couture. Et pendant presque tout le combat, Kevin paraît supérieur. À chaque échange physique, on a l'impression que Randy Couture doit travailler 2 fois plus pour obtenir la moitié du résultat. Kevin le projette au sol avec des slams monstrueux, le soulève presque comme un poids léger. Même les commentateurs commencent à se demander comment Couture peut rivaliser physiquement avec un athlète pareil. Pendant 2 rounds, Randleman ressemble exactement à ce que le MMA imaginait être le combattant ultime. Mais encore une fois progressivement, la respiration de Kevin commence à trahir la fatigue. Parce que Randleman peut dominer un combat physiquement, mais il dépense énormément d'énergie pour le faire. Alors dans le 3e round, Couture continue de pousser, puis finalement, après plus de 14 minutes de combat, Randy réussit son premier vrai takedown de la soirée. Un seul, mais cette fois, Kevin n'arrive pas à se relever. Couture prend la mount, commence à frapper, et l'arbitre arrête finalement le combat. Kevin Randleman vient de perdre son titre mondial. Et plus les années passent, plus ce schéma va commencer à se répéter. Quelques mois plus tard, Kevin décide alors de descendre en light heavyweight. Sur le papier, l'idée paraît logique. Il est plus petit que la plupart des heavyweights de l'époque, et lui-même pense que 93 kg est probablement son vrai poids naturel. Mais pour ses débuts dans cette nouvelle catégorie, l'UFC lui donne un homme qui va devenir l'un des plus grands KO artistes de l'histoire, Chuck Liddell. Et cette fois, le combat ne dure pas. Dès les premiers échanges, Liddell trouve l'ouverture avec son fameux crochet du gauche. KO en moins de 2 minutes. Le mythe de Kevin Randleman commence réellement à se fissurer. Mais au moment où Kevin commence à perdre sa place à l'UFC, un autre monde est en train d'exploser à l'autre bout de la planète. Le Pride FC au Japon. Et honnêtement, il n'aurait probablement pas pu trouver un meilleur endroit pour devenir une légende. Parce que le Pride de cette époque, c'est un autre monde. Des arènes immenses, des entrées dignes d'un film, des combattants traités comme des gladiateurs. Et surtout, des heavyweights qui ressemblent à des créatures sorties d'un laboratoire. Au Japon, Kevin Randleman devient immédiatement une attraction visuelle. Il enchaîne d'abord plusieurs victoires au Japon, et même quand certains combats deviennent brouillons, Kevin reste terrifiant visuellement. Contre le japonais Michiochi Ohara, par exemple, le combat tourne presque au ridicule. Ohara fuit constamment l'échange, s'accroche aux cordes, le public hue. Et Kevin, furieux parce qu'il considère comme une humiliation du sport, quitte le ring avant même la remise de son trophée. Puis vient Murohiro Ninja Rua, membre de la Shute Box. Le combat est extrêmement chaotique. Par moments, Rua domine certaines séquences au sol. Mais debout, Kevin reste terrifiant.
Puis au troisième round, sur une énorme série de frappes, il ouvre une coupure monstrueuse sur Ninja, le médecin intervient, combat arrêté. Et à ce moment-là, Kevin Randleman redevient enfin un vrai contender du Pride. Le problème c'est qu'au Pride, être contender signifie forcément finir par affronter des monstres. Et en 2003, l'un d'eux arrive face à lui. Rampage Jackson. Et honnêtement sur le papier, c'est probablement l'un des pires match-ups possibles pour Kevin. Parce que Rampage représente exactement le type de combattant qui commence à devenir un problème pour lui. Explosif, physiquement très fort, mais surtout dangereux debout à chaque seconde. Et dès le début du combat, Rampage refuse de subir la pression physique de Kevin. Il avance, empêche Randleman d'installer son rythme, et pour la première fois depuis longtemps, Kevin paraît hésitant. Puis soudain, un genou, un uppercut, Kevin s'effondre et Rampage termine le combat en Ground and Pound. KO brutal. Et ce qui est important avec cette défaite, c'est ce qu'elle révèle. Parce qu'à mesure que le MMA évolue, Kevin commence à rencontrer de plus en plus de combattants capables de survivre à sa première vague physique. Et une fois cette vague passée, les limites techniques réapparaissent immédiatement. Quelques mois plus tard, il affronte alors un autre monument du MMA japonais, Kazushi Sakuraba. Physiquement, les deux hommes ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Sakuraba paraît presque ordinaire, mais dès que le combat touche le sol, la différence technique devient énorme. Sakuraba transitionne, puis au troisième round, il attrape le bras de Kevin et verrouille la soumission. Encore une fois, une vérité commence à devenir impossible à ignorer. Randleman possède probablement le corps le plus impressionnant de son époque, mais le MMA moderne demande maintenant plus qu'un corps. Et pourtant, c'est justement là que survient l'un des plus grands miracles de toute sa carrière. Parce qu'en 2004, le Pride organise le plus grand tournoi heavyweight de son histoire. Et au milieu de tous les monstres présents, un homme semble le destiner à gagner le tournoi avant même qu'il commence. Mirko Filipovic Cro Cop. À cette époque, Cro Cop est probablement le striker le plus terrifiant du monde. Ancien membre des forces spéciales croates, une jambe gauche devenue légendaire dans tout le MMA, et au Japon, tout le monde connaît la phrase. Jambe droite, hôpital, jambe gauche, cimetière. Et surtout, le tournoi semble avoir été construit pour une seule chose, amener enfin un combat entre Cro Cop et Fedor Emelianenko. Le problème c'est qu'entre les deux se trouve encore Kevin Randleman. Et honnêtement, personne ne croit vraiment en lui. Mais dès le début, Kevin fonce directement. Cro Cop parvient à sortir, reste à distance et prépare sa jambe gauche. Puis Kevin feinte légèrement. Et soudain, un crochet gauche explose sur le menton de Cro Cop. Le corps du Croate s'effondre et Randleman le termine avec un ground and pound d'une brutalité sans pareil. En moins de 2 minutes, Kevin Randleman vient de réaliser le plus grand exploit de sa carrière. Et pendant quelques instants, on retrouve enfin le fantasme absolu qu'incarnait Kevin Randleman depuis le début. Le combattant parfait, le monstre ultime, l'athlète capable d'éteindre n'importe qui. Mais 2 mois plus tard, il doit alors affronter maintenant l'homme considéré comme le meilleur combattant du monde. Et quelques jours avant le combat, Kevin perd son père. Puis un détail vient rendre la situation encore plus lourde, car le combat contre Fedor a lieu le jour de la fête des pères. Dès le début du combat, Kevin paraît habité par quelque chose. Il cherche immédiatement le contact physique. Pendant quelques secondes, les deux hommes se battent pour le contrôle. Puis soudain, Kevin passe derrière. Et là, il soulève littéralement Fedor dans les airs. Puis fracasse le champion du Pride directement sur la tête et la nuque. Le Saitama Super Arena devient totalement silencieux. Et pendant un instant, Kevin Randleman vient peut-être de produire le moment le plus inhumain de toute l'histoire du MMA. Mais ce qui rend cette scène encore plus folle, c'est que Fedor se relève, renverse rapidement la position, attrape le bras de Kevin et verrouille une Kimura. En seulement 93 secondes, le combat est terminé. Et honnêtement, aucun autre combat ne résume mieux toute la carrière de Kevin Randleman. Parce qu'en moins de 2 minutes, on voit absolument tout. Et le pire, c'est que ce combat aurait normalement dû transformer Kevin Randleman en superstar absolu du Pride. Parce qu'après le KO sur Cro Cop, puis la suplex sur Fedor, Kevin vient de produire 2 des moments les plus mythiques de toute l'histoire des poids lourds. Mais quelques mois plus tard, il affronte Ron Waterman. Encore une fois, Kevin paraît physiquement au-dessus. Encore une fois, il soulève un homme énorme comme si son poids n'existait même pas. Puis soudain, il se fait renverser. Quelques secondes, il laisse son bras traîner trop longtemps, Waterman verrouille la soumission, encore une défaite. Et lentement, le même schéma commence à devenir presque tragique. Même sa revanche contre Cro Cop quelques mois plus tard résume parfaitement ce problème. Cette fois, Cro Cop est prêt. Kevin essaye encore d'imposer sa pression physique, encore d'avancer brutalement, mais en défendant un takedown, Cro Cop attrape directement son coup. Guillotine, Kevin tape. Et plus les années passent, plus le sport commence à le dépasser. Encore pire, au milieu des années 2000, Kevin est déjà en train de vivre un cauchemar physique presque inimaginable. Tout commence par une accumulation de blessures. Épaules déchirées, biceps arrachés, calculs rénaux. Puis les opérations s'enchaînent. Au total, Kevin subira 11 chirurgies. Son corps est constamment sous antibiotiques et antidouleurs. Puis la situation devient beaucoup plus grave. Une infection fongique attaque ses poumons. Kevin raconte qu'après une opération de l'épaule, il commence soudainement à monter à plus de 40 degrés de fièvre. Puis son poumon s'effondre,
Les médecins drainent le liquide, il reprend l'avion, le poumon s'effondre encore. Et le plus terrifiant, c'est que les médecins ne comprennent même pas ce qu'il a. Au final, c'est un champignon. Son poids commence à chuter brutalement. Puis arrive le chiffre qui résume probablement le mieux tout ce que Kevin est en train de vivre. Le taux de CPK, une protéine liée à la destruction musculaire. Chez un humain normal, elle est d'environ 150 unités. Chez Kevin Randleman, elle est de 68 000. Ses muscles sont littéralement en train de se dissoudre à l'intérieur de son corps. Mais c'est toujours pas fini, car une infection au staphylocoque pénètre dans son sang. 2 énormes trous sous son bras et dans son flanc. Des tuyaux sont directement branchés à son corps pour aspirer le pus, le sang et les toxines. Son poids remonte jusqu'à 110 kg à cause du gonflement, avant de redescendre jusqu'à 85 avec la fonte musculaire. Puis Kevin tombe dans le coma, son pronostic vital est clairement engagé. Le corps qui avait fait de Kevin Randleman une légende est maintenant en train de le tuer. Et malgré tout ça, Kevin recommence à s'entraîner, lentement. En 2008, après presque 2 ans d'absence, il revient finalement au Japon. Et honnêtement, rien que le fait de le revoir combattre paraît déjà irréel. Mais même après tout ça, le regard est toujours le même. La même intensité, la même explosivité par moment, comme si le monstre essayait encore de survivre quelque part à l'intérieur de ce corps détruit. Il remporte le combat à la décision, mais la réalité finit toujours par revenir. Car pendant que Kevin continue de combattre avec un corps déjà détruit par 15 années de guerre, les défaites s'accumulent alors progressivement. Mike Whitehead, Roger Gracie, Stanislav Netkov. Puis arrive 2011, le dernier combat de sa carrière. Le physique qui terrifiait le MMA entier semble désormais usé. Et une dernière fois, le même scénario revient. Le combat touche le sol, le bras est attrapé, armbar, Kevin tape, encore. La même fin que tellement d'autres combats avant lui. Et honnêtement, cette dernière image ressemble presque à une métaphore parfaite. Parce que Kevin Randleman aurait passé toute sa vie à essayer de compenser les limites techniques de son jeu grâce à un physique presque surhumain. Mais à la fin, même le corps parfait finit par céder. Après sa retraite, Kevin disparaît progressivement du monde du très haut niveau. Loin des projecteurs, il ouvre la Monster Wrestling Academy à Las Vegas. Un programme gratuit, destiné aux jeunes pour transmettre ce que la lutte avait donné quand il était enfant. Et honnêtement, beaucoup de gens qui l'ont connu après sa carrière racontent exactement la même chose. Derrière l'image du monstre, Kevin était profondément gentil. Un homme qui a adoré le coulet de cerise, les papillons, ses enfants. Comme si toute cette violence qu'il dégageait dans une cage n'avait jamais vraiment existé en dehors. Puis en février 2016, le téléphone sonne. Kevin Randleman est hospitalisé pour une pneumonie. Quelques heures plus tard, son cœur lâche, il décède à l'âge de 44 ans. Le monstre qui paraissait indestructible depuis les années 90 venait finalement de disparaître. Puis dans les années suivantes, Kevin Randleman devient un symbole. En 2020, l'UFC l'introduit finalement au Hall of Fame à titre posthume. Et pendant la cérémonie, Mark Coleman craque complètement en parlant de lui. Parce qu'au fond, Kevin Randleman ressemblait à ce que le MMA imaginait être l'homme parfait. Mais plus sa carrière avançait, plus ce corps parfait semblait lentement se détruire lui-même. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'on continue encore de parler de lui aujourd'hui. Parce que dans un sport rempli de champions, Kevin Randleman restera toujours quelque chose de plus rare encore, un mythe.